Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire quand on veut investir de l'argent chaque mois dans les marchés financiers. On voit ça tout de suite ensemble. Les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler aujourd'hui de comment investir chaque mois dans les marchés financiers. Comment faire? Quels sont les points de vigilance? On va voir ça en détail ensemble. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur. J'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous les outils, les connaissances que j'ai apprises afin de développer mon indépendance financière. Je partage aussi avec vous les erreurs que j'ai pu faire afin de vous éviter de faire les mêmes et de vous faire gagner du temps. Si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. C'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire quand on veut investir dans les marchés financiers, quelles sont les tactiques et quels sont les points de vigilance auxquels il faut faire attention. Alors la première des choses qu'il faut se poser comme question, c'est quoi mon objectif? Pourquoi je veux investir chaque mois? Alors ça peut être tout simplement pour faire grossir un capital, mais c'est bien d'avoir une fois de plus un objectif précis parce qu'un objectif précis, ça va vous permettre de mettre des étapes et d'avoir aussi un horizon précis auquel vous voulez arriver à votre objectif. Je m'explique, si vous voulez par exemple acheter votre résidence principale, vous allez sûrement avoir besoin d'un apport pour votre prêt dans l'immobilier et pour cela, vous voulez peut-être faire grossir un capital le plus vite possible à un horizon de 3, 4, 5 ans. Si vous avez un objectif retraite, l'horizon n'est pas le même. Si vous voulez faire un grand voyage ou un tour du monde, c'est pareil. Donc définir votre objectif, ça va vous permettre de connaître votre horizon de placement et votre horizon de placement, ça va vous permettre de savoir à peu près à quel moment vous devriez avoir le capital dont vous avez besoin. Ça va vous permettre aussi de calculer en arrière, de se dire ok, si je veux arriver à cette somme-là en tant et tant d'années, si je prends le rendement moyen des marchés sur les 30 dernières années, eh bien, il va falloir que je mette 100, 150, 200, 250, 300 euros. Donc, important de définir son objectif pour connaître son horizon de placement et aussi savoir combien est-ce qu'il va falloir qu'on mette chaque mois. Ensuite, la deuxième chose qui est importante quand on parle d'investir dans les marchés financiers, c'est de comprendre le risque. Le risque, il est classé de 1 à 7, 1 étant très sécurisé, peu risqué et par conséquent aussi, on a peu de performance, souvent les placements qui ont une catégorie de risque 1 font moins bien que l'inflation. Et 7, à l'autre côté, eh bien, ça va être plus risqué, mais on va avoir plus de performance. Alors, c'est là où il faut comprendre aussi qu'est-ce qui est le risque quand on investit dans les marchés financiers. Les marchés financiers, si on zoome en arrière, on se rend compte que ce soit les actions, les obligations sur le marché américain, sur le marché européen, sur les marchés émergents ou dans le monde entier, la tendance, elle est à la hausse. Après, il y a des classes d'actifs, donc actions ou obligations, ou même les métaux précieux, ou les cryptos, etc. Et bien, suivant les classes d'actifs, cette courbe montante, eh bien, elle peut avoir plus ou moins de variations. C'est-à-dire qu'on est d'accord, ça grimpe. Par contre, il y en a qui grimpent plutôt tranquillement, sans trop de variations. Et il y en a qui vont bien plus varier avec les marchés. À titre d'exemple, les obligations sont bien moins volatiles, c'est-à-dire qu'il y a moins de variations, mais leur performance historiquement est moins bonne que celle des actions. Par contre, les actions, eh bien, leur variation de prix, leur volatilité est bien plus élevée, et donc il faut bien comprendre que si on va sur un portefeuille à majorité d'actions, donc la volatilité va être plus élevée, la performance également, eh bien, il va falloir être conscient que notre portefeuille, eh bien, il va jouer un peu le yo-yo. C'est le prix à payer pour aller chercher de la performance. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si vous êtes en création de patrimoine, si vous n'êtes pas là déjà assis sur 100 000 euros, eh bien, va falloir aller chercher du risque et de la volatilité parce que vous voulez chercher de la performance. Donc, si vous êtes en création de patrimoine, oubliez les fonds euros. Les fonds euros, ce sont des obligations d'État, c'est-à-dire c'est comme si vous prêtiez de l'argent à un État, de la même façon que la banque vous prête de l'argent, et les États, eh bien, vous remboursent progressivement et vous donnent quelques intérêts qui, la plupart du temps, ne font pas aussi bien que l'inflation. Donc, c'est un placement
très sécure, le capital est garanti, mais ça vous rapporte très peu, sinon rien. Donc il est important de comprendre, on parle toujours de risque. Moi, cette corrélation ou cette même causalité qu'on peut entendre un peu partout entre le risque et la volatilité, je ne suis pas trop d'accord. Pour moi, si on comprend que c'est intrinsèque, que les marchés financiers connaissent des crises et ont justement des évolutions et que les courbes ne sont pas toutes droites, c'est pas parce que c'est volatile que c'est forcément risqué. Après, bien sûr, si vous vous dites il faut que je sorte mon argent au creux de la crise, va y avoir un problème et c'est pour ça que c'est très important, avant de commencer à investir, d'avoir une épargne de précaution, 3-6 mois de charge fixe sur un compte sécurisé, on n'y touche pas, c'est là, et si on a un coup dur, on ne va pas devoir retirer l'argent qu'on a investi, mais on va puiser dans notre épargne de précaution et comme ça on laisse travailler l'argent qu'on a investi et s'il y a une crise, on peut la laisser passer. C'est comme si on était aux commandes d'un bateau, on traverse la tempête, ok, on va se faire peut-être un peu secouer, on va peut-être avoir un petit peu peur, mais au bout de la tempête, la plupart du temps, on a de nouveau un grand soleil et la mer est plate. Et pourquoi c'est aussi intéressant quand on est en création de patrimoine d'aller chercher quelque chose de performant, une allocation dynamique sur le marché des actions avec cette volatilité, c'est la troisième des choses qu'il faut comprendre, c'est l'avantage des versements programmés, c'est-à-dire si on met de l'argent tous les mois, la même somme, qu'est-ce qui se passe? Prenons un exemple, vous mettez chaque mois 100 € sur votre placement. On va prendre l'exemple, vous investissez dans le S&P 500 ou le S&P 500, qui est un indice qui suit la performance des 500 meilleures compagnies américaines à la bourse de New York. Alors, admettons, pour la facilité du calcul, quand vous commencez le premier mois à investir, une part de cet ETF, de cet indice, coûte 100 €. Donc, vous mettez 100 €, vous achetez une part. Ok, tout va bien. Mais le mois d'après, qu'est-ce qui se passe? Il y a une crise, c'est le Covid et tout dégringole. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une part de cet indice ne coûte plus 100 €, mais elle coûte 50 €. Vous mettez toujours 100 €. Donc, avec vos 100 €, vous achetez 2 parts. Vous me suivez toujours? Le troisième mois, en fait, c'était pas un Covid, c'était pas vraiment une crise, c'est juste les marchés qui se sont effrayés. Et donc, les marchés sont repartis à la hausse et la valeur de l'indice est à nouveau, une part de l'indice vaut 100 €. Vous, comme tous les mois, vous mettez 100 €, vous achetez une part. Si on fait le résultat des courses, sur ces 3 mois, vous avez mis 300 € et au bout du troisième mois, la valeur de votre portefeuille est de 400 € parce que vous avez acheté 4 parts qui, au bout du troisième mois, valent chacune 100 €. Un placement comme ça, c'est un rendement de 33%. Donc si vous comprenez cela, vous comprenez pourquoi, si vous êtes en création de patrimoine, il faut aller chercher quelque chose de volatile, il faut aller investir dans les actions parce que c'est là où il y a la performance, mais c'est là aussi où on a les plus grandes variations. Et si vous mettez de l'argent tous les mois, vous allez pouvoir profiter de ces variations parce que quand c'est la crise, c'est les soldes. Vous achetez les actifs moins chers. Donc c'est limite le moment, si vous avez un peu plus d'argent, de mettre plus d'argent parce que vous allez faire grossir le nombre de parts de gâteau et quand les marchés vont repartir à la hausse, et historiquement les marchés repartent à la hausse, il faut juste traverser la tempête, vous aurez plus de parts de gâteau et ces parts de gâteau, leur valeur, elle va reprendre en valeur et donc votre portefeuille et la valeur de votre portefeuille sera plus grande. C'est pour ça que les investisseurs les plus avisés, quand c'est la crise, ils investissent encore plus. Ceux qui prennent peur et qui vendent pendant la crise, ils accusent des moins-values qui auraient pu rester latentes s'ils n'avaient pas vendu pendant la crise, qu'ils avaient laissé passer la crise et laissé les marchés repartir à la hausse. Historiquement, on a eu des crises de façon plus ou moins régulière. Il y aura à nouveau des crises. C'est quelque chose qui est intrinsèque au marché financier, au marché des actions. Il faut le comprendre. C'est pas pour autant qu'il faut avoir peur. Bien sûr, si on voit notre portefeuille dégringoler, on va se dire « Ah, mais je suis en train de perdre de l'argent ». Non, notre portefeuille perd en valeur, mais tant qu'on n'est pas en train de vendre les actifs, on ne perd pas d'argent. Et donc, c'est là où, si on comprend le système, on se dit « Je laisse passer la tempête, les marchés vont repartir à la hausse et au contraire, je vais profiter des soldes pour racheter encore un peu plus ». Ensuite, le quatrième principe qui est
très 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 important quand on investit dans les marchés financiers, et votre grand-mère le connaissait déjà, ce principe-là, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Récemment, j'ai des gens qui m'ont demandé « mais alors dans quoi j'investis? Quelle action j'achète ?» Alors bien sûr, si vous achetez aujourd'hui peut-être du Apple, du Tesla, du Amazon, ce sont des compagnies qui fonctionnent très bien et donc vous allez peut-être faire mieux qu'un indice sur une courte période de temps. Mais si on regarde un petit peu en arrière, vous auriez eu la même idée dans les années 2000, vous auriez acheté du Nokia. Tout le monde avait un Nokia et il n'y avait pas encore d'iPhone. Aujourd'hui, Nokia, ça ne vaut plus rien du tout. Donc si vous avez une vision long terme et que vous ne voulez pas être tout le temps à vous dire, à suivre les marchés financiers, ah ça c'est un gringole, ça je vends, ça je rachète, etc. Sachant que les meilleurs des meilleurs n'arrivent pas à faire aussi bien que les moyennes de marché dans ces cas-là, c'est-à-dire que des pompes de l'investissement comme Ray Dalio, John C. Bogle, leurs meilleurs traders qui faisaient du stock picking, donc qui achetaient cette action-là, revendaient celle-là parce que ça redescend, etc., sur un horizon moyen-long terme, ne faisaient pas mieux que la moyenne de marché. Donc c'est pour ça que plutôt que se dire « je vais acheter cette action-là, cette action-là, cette action-là », et le truc c'est que si vous vous dites « ah ben je vais acheter du Tesla et du Apple », 50-50. Ça va très bien en ce moment, Tesla ils ont fait plus je sais pas combien, Apple ils ont fait plus je sais pas combien. Et imaginez qu'il y a un problème, Tesla se fait dépasser par une marque chinoise et ils n'arrivent plus à vendre leur voiture, et bien il y a la moitié de votre portefeuille qui va dégringoler. Et ça, vous ne voulez pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on ne prend pas juste quelques actions, mais on va plutôt choisir un indice. Et un indice, comment ça fonctionne? En fait, ça suit la performance d'un groupe d'actions. Les plus connus, ce sont le CAC 40 en France, qui suit les 40 plus grandes capitalisations à la Bourse de Paris. On a l'Eurostock 50 et l'Eurostock 600, qui est le même principe, mais au niveau européen, avec les 50 plus grosses capitalisations ou les 600 plus grosses capitalisations. Et donc, vous comprenez bien que si vous achetez cet indice, l'Eurostock 600, eh bien, avec une ligne dans votre portefeuille, vous investissez dans 600 compagnies différentes qui font des choses différentes, qui sont dans des domaines différents, sur des territoires différents. Et donc, ça vous permet justement de mutualiser votre risque et votre exposition et de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Il y a aussi le S&P 500, le S&P 500, qui suit donc les 500 compagnies les plus performantes à la Bourse de New York, qui est l'un des indices les plus performants historiquement. Et ensuite, il y a le MSCI World, qui lui englobe 3000 capitalisations boursières dans le monde entier, au travers de 23 pays développés et de 24 pays émergents. L'avantage, c'est que souvent les pays émergents, ils ont encore plus de volatilité, mais ils ont plus de performance parce qu'ils sont en train de se développer. C'est un peu moins à l'heure de croisière, c'est plus ils ont une belle croissance. Donc, ça permet justement de profiter aussi de la croissance et de la performance de ces pays et de ces économies émergentes. Donc, j'en passe à mon 5e point. Est-ce qu'on fait du stock picking ou est-ce qu'on investit plutôt dans un indice? Eh bien, mon avis, mon conseil, si vous ne voulez pas vous arracher les cheveux et être tout le temps collé à votre écran et vous dire est-ce que j'achète, est-ce que je vends, qu'est-ce que je fais, etc. et que vous voulez être tranquille, eh bien, vous investissez dans un indice au travers d'un ETF. Et l'avantage d'un ETF, donc c'est un véhicule d'investissement qui suit la performance d'un indice. L'avantage des ETF, c'est qu'il n'y a pas de frais. Souvent, vos banquiers et vos assureurs ne vous en parlent pas parce qu'ils n'ont pas de commission dessus. Mais pourtant, c'est très, très, très avantageux d'investir dans un indice au travers d'un ETF. C'est le moment de se poser aussi la question, est-ce que je me fais accompagner ou pas? Et là, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, tout dépend de votre situation et de la personne que vous êtes. Alors bien sûr, si vous êtes en création de patrimoine et que vous allez investir 100, 150, 200 euros, c'est peut-être plus intéressant de vous former. Et aujourd'hui, vous pouvez vous former au travers d'Internet, de livres, de vidéos, de blogs, de communautés, si vous avez des questions, etc. Parce que naturellement, si vous faites appel à un gestionnaire de patrimoine, celui-ci va prendre des commissions sur l'argent que vous investissez. Donc ça va grignoter un petit peu la performance. Par contre, si cette personne qui vous accompagne vous apporte une certaine sérénité, parce que vous vous sentez accompagné par un professionnel, pour votre sérénité, votre tranquillité d'esprit, c'est peut-être intéressant justement de vous faire accompagner et peut-être de voir, de négocier ces commissions.
Donc il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, ça dépend vraiment de votre sensibilité et de vos affinités. Bien entendu, si vous comptez vous faire accompagner, n'allez pas voir votre banquier parce que lui, il a des objectifs commerciaux, n'allez pas voir votre assureur parce que lui-même, il a des objectifs commerciaux et il touche des commissions sur les produits qu'ils vendent. Ils ont des consignes sur quels produits mettre en avant, etc. Prenez plutôt un conseiller indépendant qui est indépendant commercialement, juridiquement et qui va justement défendre vos intérêts plutôt que ceux de la banque ou de l'assurance pour laquelle il travaille. Le mieux dans ces cas-là, c'est de se faire recommander quelqu'un. Parlez-en autour de vous. Peut-être qu'un ami ou les parents d'un ami ont un conseiller dont ils sont très satisfaits. Eh bien, c'est le moment peut-être de récupérer un numéro de téléphone, de faire un rendez-vous, de voir comment ça se passe. Bien entendu, si vous avez un grand patrimoine, c'est pas mal de se faire accompagner parce que les personnes dont c'est le métier vont avoir peut-être des stratégies plus adaptées que celles auxquelles vous auriez pensé. Donc, considérez peut-être rencontrer un ou plusieurs conseillers en création et gestion de patrimoine et voir ce qu'ils peuvent vous apporter, quels sont leurs conseils, quelles sont leurs approches, quelles sont leurs stratégies. Ensuite, ce qu'il faut se poser comme question, c'est sur quel support, via quelle enveloppe je vais investir. Et pour ça, en France, on a le choix. Il y a le PEA, plan d'épargne action, qui est un support d'investissement qui est proposé par les banques. Avec le PEA, on peut seulement investir dans les actions. C'est pas mal parce que c'est ce qu'on cherche. Nous, on veut investir dans les actions, aller chercher de la performance, aller chercher des marchés où il y a de la fluctuation parce qu'on va mettre de l'argent tous les mois. Et donc, quand les marchés sont haussiers, eh ben, ok, avec l'argent qu'on va mettre tous les mois, on va acheter un petit peu moins. Mais par contre, quand c'est la crise, ça va être les soldes et on va pouvoir acheter également. Et donc, le PEA, c'est un très bon support pour cela. Ensuite, on a le compte titre et ensuite, on a les produits d'assurance comme l'assurance vie ou le contrat de capitalisation. La différence entre les deux, c'est que l'assurance vie, eh bien, quand vous mourrez, elle s'arrête et le bénéficiaire récupère l'argent. Le contrat de capitalisation, lui, continue et le bénéficiaire, eh bien, a le contrat, mais le contrat continue à travailler. Et ensuite, il y a le plan épargne retraite. Chacune de ces enveloppes a ses avantages, a ses inconvénients et correspond à une stratégie, à un objectif. Je vais faire un épisode là-dessus, vous inquiétez pas, ça mérite d'être exploré un peu plus en profondeur, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais sachez qu'on a plusieurs options et que chacune a ses avantages, ses inconvénients, une fiscalité différente, donc il va falloir prendre ça en considération suivant votre horizon de placement, votre objectif, etc. Une question que vous pouvez aussi avoir, c'est « Ah mais Mathieu, moi j'ai un capital, j'ai, je sais pas, 3 000, 5 000, 10 000 euros qui dorment sur un compte et j'aimerais les investir. Comment je fais? Je mets tout d'un coup ou je mets pas tout d'un coup ?» Là, mon conseil, ce serait de vous dire « Prenez cette somme et découpez-la en 10, 12, 24 et injectez-la dans les marchés financiers progressivement. » Pourquoi? Parce que si vous demain vous vous dites « Bon, ça y est, j'ai mes 10 000 euros, je les investis. » et qu'en fait, on est au pic en termes de marché et que après-demain, il y a une crise, guerre en Ukraine, Covid, peu importe, subprimes, bulle Internet et que sais-je d'autre, eh bien, vous allez investir à ce jour-là où c'était haussier et tout va dégringoler. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, pour éviter ça, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez 10 000 euros ou si vous avez 1 000 euros, on découpe ça en petits morceaux. Donc, avec vos 1 000 euros, vous allez mettre 100 euros. Avec vos 10 000 euros, on peut peut-être considérer faire ça sur 20 mois. Et donc, vous allez mettre 500 euros. Et donc, au pic, vous allez mettre 500 euros. Vous allez, bien sûr, accuser une perte, mais qui n'est pas réalisée. Tant que vous ne vendez pas les actions, vous ne réalisez pas la perte. C'est que sur le papier, ça va dégringoler. Vous allez mettre 500 euros, c'est les soldes. Vous allez faire grossir le nombre de parts de gâteau que vous avez. Vous continuez 500 euros et puis ça va recommencer à remonter. Et donc, ça vous permet justement de protéger votre capital et de le dynamiser progressivement. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Et si vous vous dites « Ah oui, mais si j'investis pas tout mon capital d'un coup, eh bien je perds un peu de temps. » Alors oui, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, mais je serais plutôt du côté conservateur de se dire « Je vais protéger mon capital parce que la règle numéro 1 dans l'investissement, c'est de ne pas accuser de perte. » Parce que si vous perdez 50% de votre capital, eh bien, il faut faire 100% pour vous refaire. Oui, vous avez mis 1 000 euros, vous perdez 50%, vous avez 500 euros. Et bien pour revenir à 1 000 euros, il va falloir que vous fassiez
100% de 500. 500 plus 500, 1000. Et là, vous êtes à 0. Donc, le premier point sur lequel il faut faire attention, c'est de ne pas perdre en capital. Et si c'est le cas, de ne pas accuser la perte. Si notre portefeuille dégringole, ce n'est pas le moment de tout vendre. On attend que la tempête, elle passe. Et le portefeuille, il va reprendre en valeur. Et rapidement, en quelques semaines, quelques mois, on va repasser le point haut. Et la valeur de notre portefeuille aura retrouvé sa valeur d'avant et va encore augmenter. À titre d'exemple, l'une des grosses crises récentes, c'était le Covid. De mémoire, je crois qu'on s'est pris 40% en quelques jours. Donc là, tout a dégringolé. Mais par contre, 8 mois plus tard, on était à plus 70% par rapport au niveau de départ. Donc on a fait plus 30% en 8 mois. Donc au final, c'était une super période pour investir. Même si on a investi un peu à la crête, ensuite on a eu toute la vallée pour investir tous les mois pas cher, c'est les soldes. Et ensuite, boum, ça a repris et on a fait plus 30%, fantastique. Ensuite, une autre question que vous pouvez vous poser, c'est « Ah Mathieu, moi je ne veux pas tout mettre dans des actions, ça me fait flipper, c'est trop volatile. » Alors vous pouvez considérer mettre peut-être 20, 30 ou 40% de votre allocation, donc de la sélection d'actifs dans lesquels vous investissez chaque mois. Vous pouvez mettre des obligations. Comme je le disais un peu plus tôt, les obligations, ce sont comme si vous prêtiez de l'argent à un État ou à une société et ces derniers, eh bien, vous remboursent avec des intérêts de la même façon que vous payez des intérêts à la banque quand vous faites un emprunt. Ce sont des placements qui sont moins risqués, qui ramènent moins d'argent, mais ça permet justement de mitiger un peu et de mutualiser un peu votre risque si vous avez peur de ne pas dormir la nuit si vous êtes 100% action. L'avantage aussi, c'est que souvent, les actions et les obligations fonctionnent de façon inverse, c'est-à-dire que quand les actions fonctionnent très bien et qu'elles sont à la hausse, les obligations, c'est pas qu'elles dégringolent, mais justement, sur les marchés, qu'est-ce qui se passe? C'est que les investisseurs vendent leurs obligations pour acheter des actions, parce que les actions, elles grimpent, donc les obligations vont descendre un peu. Et après, il y a une crise, les investisseurs qui ne sont pas avisés, eh bien, ils vendent leurs actions, ce qui fait que les actions sont encore moins chères, c'est le moment d'en acheter. Donc les actions descendent. Et qu'est-ce qu'ils font en vendant leurs actions? Eh bien, ils rachètent des obligations. Donc on a les actions qui descendent et on a les obligations qui remontent. Leur variation est un peu inversée. Et donc d'avoir un peu d'obligations dans notre portefeuille, ça permet de mitiger les crises. Moi, ce n'est pas une stratégie que j'adopte parce que je préfère justement me dire, mais quand c'est la crise, limite, je mets plus d'argent et j'achète encore plus d'actions parce que plus de parts de gâteau et quand ça va repartir à la hausse, eh bien mon gâteau, il est plus gros. Dernière question que vous pouvez vous poser, est-ce que j'achète des cryptos? Parce qu'aujourd'hui, on voit que le monde de la finance traditionnelle s'ouvre aux crypto-monnaies. Alors je vous dirais, si c'est une classe d'actifs qui vous intéresse, allez-y. Par contre, vous mettez 10% de votre allocation dans des crypto-monnaies. Si vous mettez 100 € tous les mois, vous mettez 10 € dans les cryptos. Pourquoi? Parce que c'est encore plus volatile que les actions. Et là, vous pouvez vraiment vous prendre une dégringolade. À titre d'exemple, moi avec le Bitcoin, j'avais acheté quand il était encore à 30, 40, et après il est descendu à 16 000. Donc là, mon portefeuille, il a vraiment dégringolé. Je me suis dit, de toute façon, il va repartir, donc j'en ai racheté à ce moment-là. Et maintenant, il est à 60 000 et des brouettes, donc mon portefeuille a augmenté. Mais voilà, il y avait des moments où je me disais, ouf, là j'ai perdu pas mal d'argent. Alors, vu que je ne les ai pas vendus, je n'ai pas vraiment perdu. Une fois de plus, ce sont des moins-values latentes et pas réalisées. Mais il y a des moments où je l'ai mal vécu et donc pour éviter ce genre de situation, vous décidez peut-être d'avoir une part de votre capital que vous allouez que à ça et vous vous dites, bon, ça c'est de l'argent qu'au pire je peux perdre et avoir une autre part de votre capital pour des actions où là, vous savez que sur le moyen long terme, de toute façon, ça grimpe. Pour finir avec les cryptos, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup d'arnaques dans les cryptos. Donc, il faut vraiment être vigilant. Et moi, ce que je fais, je me complique pas la vie. Et pourtant, j'ai des amis qui me disent « Ah, il y a ce truc-là, c'est pas mal. Et ce truc-là, c'est pas mal. » Par exemple, à un moment, c'était Luna. Et puis, les Luna, finalement, ça a dégringolé. Donc, je me cantonne pour ma part aux deux cryptos qui sont les plus
solide à mon sens, qui est le Bitcoin. Souvent on le compare à l'or numérique, à l'or digital, qui est quand même la première crypto et qui aujourd'hui montre quand même qu'elle est résiliente. Et ensuite il y a Ethereum, qui pour moi également fait preuve d'une certaine résilience et qui aujourd'hui est tellement intégré au travers des smart contracts et des fonctionnalités que l'Ethereum propose. C'est tellement intégré dans des entreprises, dans des marchés, voir l'Ethereum dégringoler, je vois ça difficilement arriver. C'est ce que je fais, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous partage juste mon expérience, ce que je pense. Je vous invite une fois de plus à vous renseigner. L'avantage aujourd'hui, c'est que si on se pose une question sur quelque chose avec Internet, on peut trouver la réponse. Alors bien sûr, il faut filtrer tout le bruit et les mauvaises informations. Je suis d'accord avec ça. Mais on a cette chance aujourd'hui de vraiment pouvoir avoir accès à des forums, des communautés, des professionnels, etc. Donc je vous invite à faire un petit peu de recherche. Ça reste votre argent, vos décisions. Je vous partage comment je vois les choses et j'espère que ça va vous inspirer à vous, de votre côté, vous mettre à investir, même si c'est 100 €, 200 € tous les mois, pour justement aller nourrir vos projets. Voilà donc les amis pour aujourd'hui, pour cet épisode. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous donne envie, justement, pour ceux qui n'investissent pas aujourd'hui, de vous mettre à investir peut-être un petit peu tous les mois. Si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager avec cette personne, c'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Naturellement, si vous avez une question, si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de revenir vers vous. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez mettre un petit like, ça va me mettre le sourire. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche, à vous inscrire si vous ne voulez pas louper le prochain épisode. D'ici là, moi, je vous invite à prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.